De vous accueillir à ce 5e webinaire de cette série de webinaires organisés d'Afrique subsaharienne et ICLEI. Aujourd'hui, nous allons parler d'accès à l'énergie durable, un élément crucial pour une reprise verte en Afrique. J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Aujourd'hui, là, c'est l'après-midi au Cap. Peut-être qu'il est tôt chez vous, peut-être qu'il est plus tard. Donc, merci et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Tara Caetano. Je travaille chez ICLEI, ici, ICLEI Africa. Je serai l'animatrice. Nous avons 4 incroyables orateurs aujourd'hui qui vont faire des présentations. N'hésitez pas à utiliser la fonction chat en bas de votre écran. Vous verrez un petit icône chat. N'hésitez pas à poser des questions ou même à partager des commentaires concernant le contenu des présentations de nos orateurs. Nous aurons également une session de questions-réponses et vous avez une section à cette fin en bas de votre fenêtre Zoom. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Les orateurs pourront répondre directement à vos questions. Et si les gens aiment votre question, eh bien, elle apparaîtra en priorité pour les orateurs. Donc, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas qu'on perde votre question dans l'espace de chat, posez-la plutôt dans l'espace de questions-réponses. Par ailleurs, il y a l'interprétation disponible pour ce webinaire. En bas de Zoom, vous avez une petite icône la langue qui vous sied le mieux. Comme je l'ai dit, nous avons 4 incroyables orateurs parmi nous aujourd'hui pour parler de sujets très importants concernant l'accès. Avec nous, Monsieur Vincent de Paul Kayanja, le maire d'Entebbe, du conseil municipal en Ouganda. Il gère les infrastructures de la ville. Et la ville d'Entebbe notamment en matière d'hygiène. Monsieur le maire fait également partie d'un réseau de conseil municipal de ville du lac Victoria pour gérer les aspects liés à la région du lac Victoria. Il est également signataire de la Convention des maires d'Afrique subsaharienne. Il est également membre exécutif du comité ICLEI et il fait partie de l'association Chine-Afrique. Notre deuxième orateur au Cameroun, Monsieur Bini Efila Gabriel. Il est camerounais. Il travaille à la municipalité en tant que maire depuis mars 2020. Il était depuis 2013 maire adjoint et il a été consultant et professeur dans différentes communales, notamment en matière de gestion des routes pour améliorer le réseau routier. Il est très engagé dans la gestion des affaires publiques locales. Il a rendu Yaoundé plus résiliente et plus durable. Il est engagé à se battre contre le changement climatique. Il a un plan communal d'action pour un meilleur accès à l'énergie,
à Yaoundé 4 et il travaille avec le de 23% d'ici 2030. Ensuite, nous avons monsieur Stefano Signore qui dirige l'unité pour le changement climatique et l'énergie durable de DG DEVCO. Monsieur Stefano Signore est italien. Il est avocat. Il a passé la première partie de sa carrière à travailler au sein de la Banque centrale italienne. Et à la migration. Et entre 2004 et 2008, il a travaillé au sein de la Commission européenne. Il travaillait notamment sur la justice, la sécurité et les libertés. En 2009, il est devenu directeur de l'unité de l'énergie durable et du changement climatique. Il travaillait sur les affaires internes à partir de 2010 et il travaillait notamment à partir de 2010 sur les politiques liées au visa, aux politiques d'asile, mais également la migration en 2015. Et il a commencé à travailler au développement et à la coopération internationale jusqu'à 2019. Il travaillait sur l'emploi et la migration. À l'heure actuelle, il travaille sur l'énergie durable et le changement climatique. Et enfin, et c'est notre quatrième ingénieur, il travaille au Kenya, il est également signataire du subsaharienne et il est membre d'ECLI Africa. Monsieur Benson Mwakina est ingénieur. Il a plus de 30 ans d'expérience dans les services publics et il a eu son diplôme plutôt à l'université de Nairobi en 1990. Il a beaucoup travaillé localement, mais également sur des projets internationaux en matière d'énergie, notamment sur des analyses de faisabilité, des analyses de contexte et des analyses de risque. Il travaille à l'heure actuelle au ministère de l'Énergie en tant qu'ingénieur en chef. Il est maintenant directeur de l'énergie renouvelable depuis juillet. L'unité de développement durable et d'alternatives énergétiques. Sans plus attendre, j'aimerais maintenant donner la parole à Megan Spear, qui travaille également au changement climatique et à la résilience chez ECLI Africa. Vous avez la parole. Merci, Tara. Nous nous sommes dit qu'il serait peut-être utile de parler de ce partenariat entre ECLI Africa et la Convention des maires et la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ces webinaires pendant la COVID-19 et à quel point cela a influencé de nombreux leaders en Afrique. Nous avons organisé plus de 18 webinaires, plus de 300 villes ont participé, un nombre incalculable de participants, plus de 2 pour réfléchir à différents sujets et nous avons hâte d'organiser d'autres webinaires cette année et l'année prochaine. Alors, je vais maintenant vous montrer la diapo suivante. Nous le savons, il y a en Afrique 565 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Et c'est particulièrement important à souligner parce que cela montre qu'il y a notamment des problèmes liés à la pauvreté
plus durement impactés par la COVID-19. Par ailleurs, l'accès à l'électricité universelle en Afrique d'ici 2030 est un objectif qui requerrait 29 milliards de dollars en matière d'infrastructure et d'investissement en infrastructure. Il est par ailleurs important de dire qu'à de nombreux égards, l'Afrique a été moins touchée en termes de nombre de cas de COVID-19. Touché, le confinement dans de nombreux pays ont mis à mal les secteurs socio-économiques. Donc, entre 40 et 60 millions de personnes se verront en situation d'extrême pauvreté à cause de la pandémie. L'Afrique subsaharienne et les problématiques liées à l'accès à l'énergie ainsi que les impacts liés au changement climatique sera particulièrement touchée. Se trouveront en situation de pauvreté extrême à cause de la pandémie de la COVID-19. Pour revenir aux différentes opportunités qui existent, il y a de nombreuses discussions au niveau régional et mondial, international, sur la réponse de la COVID-19 et à quel point cette réponse doit être une opportunité pour mieux nous reconstruire. Il y a de nombreuses manières de trouver des solutions. Il y a encore des mesures d'urgence à court terme, mais également il faut mettre en place des mesures à moyen terme sur l'aspect socio-économique, mais réfléchir également à long terme sur la manière dont, en tant que peuple, en temps de Covid-19, mais également lié à l'urgence du changement climatique, comment nous pouvons faire un changement de paradigme dans nos économies et à nouveau reconstruire nos économies et nos pays plus forts. Et se détacher des énergies fossiles serait important et cela offrirait un avantage compétitif pour les différents pays. J'ai hâte d'entendre ce que nos maires ainsi que nos experts parmi nous ont à nous dire sur ces aspects, en particulier à notre continent. Pour ce qui est des avantages socio-économiques de ce changement dans la réponse à la COVID-19 et au changement climatique, il est important également de voir que c'est logique et à plusieurs égards. Il y a de nombreuses études qui ont montré que les pays qui ont accès à une efficacité énergétique et un meilleur accès énergétique, eh bien, les systèmes de santé étaient extrêmement, bien plus robustes du moins. Et il a été montré que pour chaque dollar dépensé en bois de chauffe, eh bien, réduisait les gaz à effet de serre. Par ailleurs, la rémunération des femmes qui ont accès à l'énergie est 59% plus élevée que celles qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc, je vais maintenant donner la parole à Tara pour qu'elle donne la parole à nos orateurs qui, j'espère, vont nous éclairer aujourd'hui. Merci, Tara, vous avez la parole. Merci. Montrer un entretien qui a été fait avec Vincent de Paul Kayanja, donc le maire de Entebbe. Et ensuite, nous vous montrerons la vidéo de l'entretien que nous avons fait avec le maire de Yaoundé. N'hésitez pas, à tous les participants, à choisir votre langue, la langue qui vous convient, puisque l'interprétation est disponible en bas de votre fenêtre Zoom. Vous pouvez choisir entre l'anglais et le français. N'hésitez pas également à utiliser la fonction chat et la section questions et réponses pour y écrire vos commentaires, mais également poser les questions que vous aimeriez poser aux différents orateurs. Merci, vous avez la parole. Plutôt merci, et nous allons vous montrer donc la vidéo de l'entretien avec Monsieur le maire.
Bonjour, monsieur le maire. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui pour le dernier webinaire de la série organisée par la Convention des maires en Afrique subsaharienne qui se concentre aujourd'hui tout particulièrement sur le développement durable. Puis-je vous demander de vous présenter aux participants? Bonjour, je m'appelle Kayanja Vincent de Paul. Je suis maire du conseil municipal régional du lac Victoria, un réseau de gouvernements locaux autour du bassin du lac Victoria qui couvre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Je suis également membre exécutif de ICLE Africa. Je suis ravie de faire partie de cette famille car ensemble, nous pouvons changer les choses et trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que citoyens de ce monde. L'un de Et je suis donc ravie de faire partie de ce mouvement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre temps avec nous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre expérience et les leçons que vous avez tirées concernant le secteur de l'énergie à Entebbe pendant la COVID-19 et quelle a été la réponse de la ville à la pandémie? Merci, Becca, pour cette... Il y a eu de nouveaux défis auxquels nous avons été confrontés, des défis sans précédent dans le monde pour notre génération. Et cela a complètement chamboulé la situation. Donc, nous nous sommes trouvés dans une situation tout à fait unique. Et pour être plus précis, à l'heure actuelle, dans le secteur énergétique, je peux vous donner une vue d'ensemble, puisque environ 80 de la population dispose d'énergie solaire et les 4 autres pourcents utilisent la paraffine. Mais pour ce qui est de la cuisine, 30% de la population utilise l'électricité pour cuisiner. Et puis, 10% de la population utilise le gaz et 60% le bois de chauffage. Pendant défi concernant le système énergétique plutôt parce que le système est tel que l'énergie est prépayée et en particulier l'électricité. Donc ce système de prépaiement n'a pas pu être ajusté pour répondre à la situation créée par la pandémie. Les gens ont donc été durement touchés, en particulier dans le secteur privé. Les gens ne pouvaient pas gagner d'argent, donc plus de salaire, plus d'activité, le confinement qui a duré près de 3 mois, ce qui a engendré de vrais problèmes. Entreprises d'énergie qui ont un système de prépaiement. Parce que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'électricité et c'est dur d'aller contre cela. Donc ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ont dû abandonner l'électricité et avoir recours à des alternatives plus simples. Donc à nouveau, de nombreux défis ont émergé. Mais ces défis, comme je l'ai dit, ont également stimulé la créativité au sein de nos communautés parce que ceux qui utilisaient le charbon et le bois de chauffage, lorsque l'approvisionnement s'est avéré insuffisant, mais également que les revenus des foyers économiser leurs sources d'énergie et à tendre vers une meilleure efficacité énergétique.
Mais comme je l'ai dit, donc la créativité a été une vraie réponse à ces défis. Notamment, certains plats qui doivent mijoter longtemps ont été abandonnés. On a également vu émerger des utilisations alternatives d'énergie. Mais les gens, au début, ne voyaient pas forcément la pertinence de ces briquettes de charbon agglomérées. Cependant, pendant la Covid-19 et la crise énergétique, chaque foyer a commencé à utiliser des briquettes. Ils cherchaient de la poussière de charbon, des déchets, tout ce qui pouvait être utilisé pour créer des briquettes de fortune. Donc, chaque foyer des briquettes et en fabrique afin de les utiliser comme alternative à l'énergie. Donc, c'est vraiment l'une des leçons principales tirées de cette situation. Nous devons promouvoir la fabrication de briquettes de charbon aggloméré. Et nous devons également nous adapter et utiliser les déchets afin de les transformer en briquettes et ainsi mais également de bois de chauffage. Et ça, c'est vraiment une leçon que nous avons apprise. Nous allons continuer à promouvoir les briquettes. Par ailleurs, on voit que les familles commencent à mais également à chercher une efficacité énergétique de leur utilisation énergétique. Par ailleurs, la Covid-19 nous force à nous pencher sur l'énergie solaire parce que nous avons beaucoup d'ensoleillement et il n'y a aucun inconvénient à l'énergie solaire. On reste dans notre zone de confort, on peut bénéficier de l'ensoleillement tout en montrer que l'une des solutions tangibles et pratiques et pertinentes aux défis énergétiques est de passer au solaire. Puisque si on passe à l'énergie solaire, eh bien, on va rentrer dans un système énergétique qui est efficace et qui est fiable. Et comme vous le savez, ici en Ouganda, l'ensoleillement, il dure toute. Ce sera parfaitement logique. On n'y aura plus de problèmes énergétiques, plus de pénurie, plus de problèmes liés au prépaiement. On n'aura plus besoin d'utiliser autant de charbon, plus besoin d'utiliser autant de bois de chauffage. Par conséquent, les solutions et les leçons tirées de la Covid-19, et c'est là ma conclusion, c'est qu'il faut initier une transition vers le solaire et promouvoir la fabrication de briquettes. Soit plus flexible en temps de crise. Les politiques gouvernementales, via les fournisseurs d'énergie, n'étaient pas assez préparées. Il faut des infrastructures publiques, notamment pour l'électricité. Il faut parfois offrir des unités électriques, des infrastructures aux communautés, parce qu'en temps de crise, il y a besoin d'une intervention gouvernementale. Il faut que les gouvernements viennent en soutien aux populations, notamment en Ouganda. Et cette intervention gouvernementale n'a pas été au rendez-vous. C'est ce qui a manqué lors de cette crise. Le gouvernement a continué comme à l'accoutumée. Donc il faut impérativement faire du lobbying auprès du gouvernement central afin qu'en temps de crise, le gouvernement puisse intervenir et soutenir sa population, notamment en cas de crise telle que la pandémie de la Covid-19.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Je crois que c'est intéressant vraiment d'entendre les leçons que vous avez tirées, car non seulement Antebé a ouvert la voie vers une transition, mais vous avez également embarqué d'autres acteurs grâce à une coopération régionale et nationale. Et cela d'ailleurs m'amène à ma dernière question aujourd'hui et le plan d'accès énergétique durable en tant que signataire de la COMSA. Et vous êtes également partenaire de la ville de Kampala dans le cadre du développement et pour nos participants parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi votre plan de développement a été une réussite et quels conseils vous pourriez donner aux autres villes afin d'adopter une approche régionale pour leur action climatique et leur accès énergétique? Alors, travailler seul, tirer la communauté nationale et internationale. Tandis que si vous travaillez de concert avec d'autres acteurs, eh bien, on crée des synergies avec les équipes techniques pour trouver des solutions qui sont transversales et qui aillent au-delà des juridictions. Et ainsi, chaque idée qui naît peut devenir plus attrayante et vraiment attirer, fédérer différents acteurs, notamment pour la question du développement durable. C'est essentiel de répliquer les actions et en tant que région, le parcours vers l'utilisation d'énergie durable, des ressources de ressources durables, ça devient beaucoup plus facile en tant que grande ville si on travaille ensemble. Ça crée un contexte, un écosystème, parce que la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés sont en fait similaires. Euh, et quand on travaille ensemble, c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre des politiques qui peuvent vraiment changer concitoyens, renforcer les capacités régionales à des défis communs, mais également peuvent nous aider à promouvoir les partenariats au niveau régional qui peuvent être mesures concrètes pour les citoyens, parce qu'au final, c'est ce que nous devons faire, essayer de changer la vie de nos concitoyens et de l'améliorer. Et en particulier pour ce qui est du partenariat avec la ville de Kampala, la capitale. Il s'agit, Kampala est un gouvernement local de plus haut niveau. Et donc, c'est tout à notre avantage de travailler avec eux. Non seulement parce que nous gagnons en visibilité, puisqu'à nouveau, c'est la capitale, cela parce que nous nous inspirons de ce qu'ils ont déjà fait. Et donc, j'encourage tous les leaders à essayer, dans la mesure du possible, de travailler en réseaux régionaux. Parce que les principes de développement durable et les principes dits clés, eh bien, ce sont des actions au niveau local pour toucher de manière plus globale les populations. Et donc, de petites actions au niveau local peuvent toucher et avoir un impact au niveau régional. Et donc, si nous travaillons ensemble, régionalement, sur des initiatives et des projets, cela rendra les choses bien plus faciles. Ils promeuvent les actions liées au changement climatique et au développement durable, nous encouragent à mettre en place des actions sous-nationales et locales. Donc, c'est pratique, cette approche est vraiment la bonne. Et j'exhorte d'ailleurs les autorités locales et les villes à créer des synergies, à travailler
chacun des acteurs. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je crois que c'est le moment parfait pour faire une pause dans cet entretien. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour la session de questions-réponses avec nos participants. Je voulais simplement terminer en vous remerciant. Merci de votre temps, merci de vos commentaires. Ça a été extrêmement instructif, j'ai beaucoup appris. C'est très enrichissant de vous entendre parler du travail et des priorités d'Antébé et du travail de pionnier que vous mettez en place sur le continent. Merci beaucoup. Merci Becca. First and foremost, Mr. Mayor, in the current context of the COVID-19 health crisis, which is endangering Les 5,4% utilisent, tandis que les 39,7%, la biomasse, sont le bois de chaux, en de bois, la sciure en bois, et causant ainsi les risques des problèmes sanitaires. Ainsi, en premier temps, la consommation d'électricité a augmenté dans les ménages à cause du confinement, ce qui a entraîné la hausse des factures. Les ménages incapables de payer ces factures se sont résolus à l'utilisation des formes d'emprunt, pour ceux qui les entreprises, elles se sont vues perdre une bonne partie de leur prix, causant ainsi la chute de la consommation d'électricité et la baisse de la production. Certains étaient dans l'obligation ainsi de fermer ou de revoir les contrats de salaire à défaut de les suspendre. Voilà ce que je peux dire concernant cette entreprise. Merci beaucoup. Vous suivez? Merci beaucoup, monsieur. Sont propres dans la pandémie, comme vous l'avez souligné. Pouvez-vous exposer quelles leçons ont été tirées dans votre municipalité de ces impacts causés par les inégalités et quel plan la commune de Yaoundé 4 a mis en place pour relancer efficacement le secteur de l'énergie? Bien. Les conséquences de cette pandémie trouvent tout d'abord leur solution de manière plus simple, qu'elle a été validée le 9 septembre 2020 par le JRC. Par contre, le plan couvre certains points: l'adaptation, l'atténuation et pour les initiatives dans le sens de l'accès à l'électricité et à la cuisson, le plan a prévu un certain nombre de réalisations dans les projets dont je vais vous citer les noms. Premièrement, pour la solarisation, c'est-à-dire l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits de bâtiments municipaux. Ensuite, l'installation de panneaux lampadaires solaires dans les 65 quartiers communes dans le centre de l'île. Troisièmement, la distribution de 3600 kits aux ménages démunis.
Et quatrièmement, l'incitation de 50 entreprises du secteur primaire secondaire à la réalisation des audits énergétiques. Cinquièmement, la construction des méthaniseurs industriels pour la fourniture dans la commune d'arrondissement de du quatrième. Cependant, pour ce qui concerne la cuisson propre, nous avons la construction de 9 méthaniseurs au biogaz. Enfin, la distribution de 20 000 foyers améliorés aux ménages l'accès à la cuisson propre. Voilà donc ce que je peux dire relativement à ce. Merci pour toutes ces précisions. Nous voyons que la ville a pris un certain nombre d'engagements importants dans le sens d'une énergie plus accessible et abordable. Or, précisément, quels sont les défis auxquels Yaoundé base pour générer des fonds, même en interne, au niveau municipal? Mais je commencerai tout d'abord par vous faire savoir que un plan climat-énergie a été élaboré par la mairie, mais ce plan fait face à plusieurs défis, donc notamment des défis communicationnels, à savoir le plan qui devrait être présenté et vulgarisé aux acteurs nationaux. Internationaux. Deuxièmement, il y a les défis d'accompagnement. Nous devons identifier nos partenaires techniques. Troisièmement, il y a des défis techniques. Donc, il est question de renforcer les capacités de la ressource humaine de la mairie. Défis financiers, nous devons ainsi évaluer nos propres ressources, la politique de ces ressources de nos partenaires et élaborer des montages financiers. Puis enfin, les défis de participation. Nous devons ici de continuer à donner la possibilité à travers les CAD, c'est-à-dire les entre les comités d'animation des développements, et de faire le suivi et l'évaluation du plan et de la mise en œuvre de ces projets. Cependant, pour générer ces fonds, il nous faut mener. Deuxièmement, le plan climat-énergie également a été élaboré et validé par le GRC. Et troisièmement, les études de faisabilité des projets pilotes ont également été réalisées. Quatrièmement, les études de faisabilité et les business plans des projets industriels également. Euh, Cinquièmement, les partenaires intercommunaux pour la réalisation de projets ont été déjà des partenariats plutôt intercommunaux qui ont été également réalisés. Voilà donc, madame, ce que je puis vous dire relativement au problème que je parler au chlore. J'espère que vous avez bien suivi, madame. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, et enfin, en tant que signataire de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, comme ça, la commune d'arrondissement de York-4 vient d'obtenir la validation de son plan d'action à l'énergie AEDC. Elle est de fait la toute première commune à valider un tel plan. Et par cet entretien, nous souhaitons saisir l'opportunité de la part de l'ensemble de l'équipe de la COMSA. Nous félicitons chaleureusement Monsieur le maire ainsi que le municipal pour cette avancée significative qui est majeure en premier lieu, bien sûr, pour la ville de Yaoundé, mais aussi plus généralement pour l'ensemble de leur PAEDC. Encore une fois, toutes nos félicitations. Et
pour rebondir là-dessus, d'une part, pourriez-vous nous exposer un peu quelle a été votre expérience quant à l'élaboration du pilier d'accès à l'énergie durable au sein du PAEDC? Et d'autre part, quelles sont à peu près trois missions clés que vous voulez partager avec les villes qui viennent de démarrer ou qui n'ont pas encore commencé à développer ce pilier d'accès à l'énergie? Madame, je dirais que l'expérience multiforme est très édifiante pour ce qui concerne la modeste personne. C'est ainsi que parmi ces expériences acquises, la première d'entre elles, ça a été de constater la grande participation de la population dans la gestion des affaires publiques de leur localité. La troisième s'est faite au niveau de la collecte, la valorisation des déchets municipaux et enfin la mise sur pied des projets énergie. Quant aux leçons clés, bon, tout d'abord, il y a l'élaboration du plan doit être participatif en associant tous les acteurs. Il faut également noter que faire recours à la synergie de plusieurs expertises parallèles est très important, comme le santé, la suggestion des partenaires techniques, ainsi que le fait que l'on puisse nouer des partenariats avec des organisations de la société civile ayant une expertise en la matière. Je pourrais recommander des fournisseurs qui voudraient bien nous prendre dans ce pas un groupe important et très porteur. Merci beaucoup pour ces recommandations finales. L'entretien touche à sa fin. Et quelque chose, avez-vous des commentaires? J'ai fait de manière à pouvoir véritablement de compter sur la participation effective, non seulement des populations, mais pour assurer un bien-être aux populations de leur ressources. Les maires, pour rebondir sur ces deux interventions, tout d'abord, il est important de féliciter Yaoundé 4 pour avoir validé le plan d'action climatique, le PEADC. Bravo, parce qu'il s'agit d'un processus. Ils ont identifié et priorisé certains projets. Et c'est très important, c'est un vrai jalon. L'étape suivante, c'est bien entendu la levée de fonds. Et j'aimerais vous faire part de mes 3 commentaires sur ces interventions. Tout d'abord, le fait de travailler en réseau, je crois que le maire d'Entebbe l'a dit, il y a de nombreuses synergies que l'on peut utiliser lorsque l'on travaille en réseau. Travailler qui sont parfois plus faciles à traduire en politique. Et pour ce qui est de l'aspect financier, financement, c'est plus facile lorsqu'on a plusieurs projets ensemble. Eh bien, vous pouvez créer un volume de projets qui est plus attrayant pour les institutions qui peuvent financer vos projets. Par ailleurs, j'aimerais parler de l'accès à l'énergie. Il est important également de rappeler que l'accès ne concerne pas que l'accessibilité, mais il s'agit également d'énergie et de ressources abordables. Même quand un service est disponible, ça ne veut pas forcément dire qu'il est abordable.
Et donc, l'accès à l'énergie durable concerne plusieurs aspects. Ça n'est pas uniquement une question d'accessibilité, il s'agit également vraiment de la question de l'aspect abordable, financièrement parlant, pour les populations. Et enfin, les crises à venir liées au changement climatique nous forcent à être plus agiles. Et les deux maires de ces villes l'ont dit, ils ont dû être plus agiles ces derniers mois en particulier. Et le maire d'Entebbe a notamment promu les solutions alternatives. Et c'est important de voir à quel point, en tant que ville, on peut prendre les choses en main. Très rapidement, de mon point de vue, c'était ce que j'avais à dire et je vais maintenant rendre la parole à Megan Spear qui va nous parler des orateurs qui sont à venir et les présenter. Merci Dara. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commentent pour les orateurs, pas forcément qui s'adressent aux participants. Donc, n'hésitez pas à choisir vos destinataires quand vous envoyez un message. Et n'hésitez pas également à utiliser l'espace de questions-réponses. Comme Dara l'a dit, nous allons une intervention de Monsieur Signoret, Stefano Signoret, puisque il travaille sur les questions énergétiques et le changement climatique. Et la première question pour vous, c'est que nous savons que pour que l'Afrique parvienne et l'accès à l'énergie durable, il faudra des efforts importants. Et nous aimerions que vous nous disiez, Monsieur Signoret, quelle est l'approche de la Commission européenne? Est-ce que cela va signifier pour l'Afrique? Merci. En disant que la Commission européenne soutient les différentes actions liées aux ODD 7 et 13 sur les actions climatiques et l'énergie. L'approche de l'Union européenne s'appuie sur cette coordination et sur les synergies qu'elle apporte, notamment dans le secteur privé. Les secteurs privés est globalement disposés à intervenir dans l'avenir de l'Afrique, mais en raison des risques perçus ou réels d'ailleurs et des obstacles politiques existants, les entreprises et les investisseurs ne peuvent pas avancer seuls. Environnement favorable. C'est la raison pour laquelle nous avons également besoin d'un effet de levier qui soit suffisant sur les investissements du secteur privé grâce à la mobilisation de financement concessionnel plutôt. Et c'est l'approche d'investissement que nous avons l'intention d'intensifier dans le prochain cadre financier. Et permettez-moi d'ailleurs de noter à ce stade que l'Union européenne est le plus important fournisseur de financement concessionnel pour le secteur de l'énergie en Afrique, avec 3 milliards d'euros engagés dans différents projets en Afrique à partir de 2014, ce qui permet de multiplier ce chiffre par plusieurs, ou plutôt qui permet de multiplier ce chiffre
en investissement privé et moins concessionnel. À titre innovant existant, l'Union européenne a lancé un plan européen d'investissement extérieur qui est désormais opérationnel. Celui-ci devrait générer jusqu'à 44 milliards d'euros d'investissements supplémentaires en Afrique pour des activités à faible intensité carbone et à l'épreuve du climat dans 5 domaines liés au climat, donc l'énergie durable, l'agriculture durable, les villes durables, le développement du secteur privé et la numérisation. Par ailleurs, l'Union européenne et son plan souligne qu'une croissance compatible avec le climat doit reposer sur des réformes structurelles et institutionnelles et sur l'amélioration de l'environnement général et des entreprises, ainsi que sur des investissements. L'Union européenne finance également d'autres instruments de financement innovants tels que Electrify, et grâce à Electrify, quelques 200 millions d'euros sont mobilisés renouvelables dans les pays en développement, souvent dans les zones rurales plus pauvres. Et nous travaillons également dans le cadre d'autres instruments, par exemple avec la Banque africaine de développement, l'AFD, Proparco et l'AFMO, à un certain nombre d'instruments financiers applicables au secteur de l'énergie en mettant fortement l'accent sur l'Afrique. Mais permettez-moi de répéter une fois de plus que notre financement ne suffira pas à lui seul. Nous allons devoir promouvoir activement les investissements publics et privés afin d'accélérer cette transition vers une énergie verte. D'ailleurs, j'aimerais à ce titre vous donner un exemple. Dans le cadre de notre PIE et du FESD, il y a une garantie européenne pour les énergies renouvelables, le GRE, avec la BEI, l'AFD, la CDP, mais également de ces institutions financières pour gérer 4 systèmes de garantie distincts et complémentaires. Et une partie de ces fonds facilitera le déploiement des garanties EGRE dans un certain nombre de pays présélectionnés. Nous discutons d'ailleurs actuellement de la manière de calibrer ce soutien et cette assistance technique avec 2 institutions, la BEI et la CDP, en vue de développer des procédures de passation de marchés compétitifs et reproductibles pour les investissements rapides dans des systèmes d'énergie renouvelable dans au moins 2 pays subsahariens, voire plus. De plus, dans la même veine, nous visions également à établir une coordination, ou plutôt un guichet unique, donc un système plus gouvernement qui promeuvent les investissements dans les énergies renouvelables et un climat commercial plus favorable. En Afrique en particulier, nos actions liées à l'énergie sont guidées par la nouvelle communication de la Commission plutôt, qui s'appelle Vers une stratégie globale avec l'Afrique, et la proposition de lancer une initiative en faveur de l'énergie verte. Cette initiative s'appuiera sur le travail effectué dans le cadre de l'Alliance Afrique-Europe par la plateforme de haut niveau pour les investissements dans les énergies durables. Et dans le cadre de cette initiative, nous voulons encourager une plus grande part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et dans le même temps accroître l'accès des Africains à des services énergétiques abordables, fiables et durables pour les ménages et les utilisations productives. Étant servis par des solutions hors réseau bénéficieront d'une attention particulière. Merci beaucoup. J'aimerais que vous nous disiez comment on peut plus insérer le secteur privé dans la question de l'accès à l'énergie. On entend que 60 à 70% des pays réussiront à atteindre leurs objectifs uniquement si le secteur privé est impliqué. Nous savons que la Commission européenne y travaille à faire en sorte que le secteur privé et public travaillent de concert. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que le secteur privé soit encore plus impliqué? Oui, j'ai déjà parlé de certaines initiatives concernant le secteur privé. J'aimerais particulièrement me concentrer
sur l'aspect local et les connexions avec le niveau national. Nous le savons. Si on se concentre uniquement sur les chiffres, vous savez, 70% des émissions de gaz à effet de serre viennent de pays en développement. Si on se regarde si on se penche uniquement sur les chiffres, au final, on se rend compte que la décentralisation n'a que très peu d'effets, en particulier la décentralisation fiscale. C'est la raison pour laquelle c'est délicat. Et par ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle nous avons soutenu la Convention des maires et notamment la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, parce que nous le savons, c'est ainsi que nous arriverons à offrir du soutien à nos partenaires et améliorer la sensibilisation collective de ce qu'il est possible de faire ensemble. Cependant, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les autorités locales travaillent seules et c'est la raison pour laquelle le niveau national doit également s'inclure et s'insérer dans ces actions. Les différents acteurs doivent être c'est la raison pour laquelle les villes ont ont mis en place des PADEC et c'est important pour qu'elles puissent définir leurs besoins, les besoins de leur communauté, pour que ces plans soient vraiment le document clé afin que les signataires de la convention atteignent leurs objectifs. Pour ce qui est des financements, nous en sommes convaincus, la Convention des maires pourra mettre en lumière des solutions sur le continent, notamment il peut y avoir des mécanismes de financement, de bourses. Des schémas plus complexes, notamment des obligations vertes ou des partenariats publics-privés. Donc, il faut à nouveau plus de partenariats publics-privés avec des solutions gagnant-gagnant, notamment pour trouver des solutions liées aux problèmes de l'énergie, de la mobilité et des déchets. Il faut que les autorités locales mettent en œuvre ces recommandations. Nous travaillons d'ailleurs avec de nombreuses institutions financières parce que nous le savons, la plupart des interventions en matière de déploiement de services et d'infrastructures plutôt doivent prendre naissance dans les villes. Il faut plus, bien entendu, il y a de nombreuses opportunités en matière de mobilité durable grâce à des partenariats, grâce au secteur privé. Il faut des petites concessions et des partenariats publics-privés pour apporter des solutions gagnant-gagnant. Il faut un soutien aux villes dans le cadre de la conception des plans, mais également des financements. Nous savons que c'est complexe, c'est un défi auquel toutes la parole. Merci. Et c'est vrai qu'il faut dire que la Commission européenne, avec le pacte vert, le soutien de la Convention des maires, le soutien de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, il y a eu beaucoup d'investissements sur le continent en matière de changement climatique et de transition énergétique. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Merci beaucoup Stefano Signori. Nous reviendrons vers vous avec des questions et des commentaires, puisque je vois qu'il y en a énormément dans la session chat. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Benson Mwakina, directeur des énergies renouvelables au sein du ministère.
de l'efficacité énergétique. Est-ce que vous pourriez nous parler des politiques à l'heure actuelle en Kenya? Je sais que vous avez des plans robustes, des plans énergétiques vraiment très robustes. Ces politiques mises en place par le gouvernement kényan a promu l'efficacité énergétique. Et je suis convaincue que cela vous a aidé en tant que pays pour répondre aux problèmes énergétiques liés à la COVID-19. Comment est-ce que cela vous a aidé au changement climatique? Alors merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, le Kenya a un plan qui a été mis en place l'année dernière, en 2019, et c'est une loi qui se concentre particulièrement sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Et il y a un volet sur la planification énergétique nationale, mais également la planification au niveau des comtés et des différents secteurs. À l'heure actuelle, pour mettre en œuvre cet acte, le secteur de l'énergie consulte les différents acteurs pour s'assurer que les plans au niveau des comtés sont mis en œuvre pour consolider les plans énergétiques. Donc, pour le moment, on en est encore à la phase de travail, mais nous sommes beaucoup reposés sur notre plan énergie-climat lors de la COVID-19 et la pandémie a effectivement fait émerger de nombreux défis en matière énergétique, puisque, il y avait moins de gens qui travaillaient, donc la demande énergétique a baissé. Donc le ministère de l'Énergie a créé un comité technique afin d'analyser les effets de la COVID-19, mais également pour recommander des actions d'atténuation. Un plan de gestion de la COVID-19 dans le secteur énergétique a été nous avons réussi à éviter tout bouleversement dans le secteur énergétique lors de la COVID-19. Merci, c'est important de voir à quel point le paysage politique vous a aidé à surmonter cette crise. Par ailleurs, quel est le secret de la réussite kenyane en matière de promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique? Nous savons qu'il y a un haut taux d'électrification dans le pays et de politique et un cadre réglementaire robuste en matière énergétique. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'histoire? Vous avez des conseils à donner aux autres pays qui sont ici avec nous ou qui écouteront ce webinaire après pour mettre en place des étapes afin d'améliorer l'accès à l'énergie et dans un deuxième temps, d'améliorer l'efficacité énergétique. Alors, j'aimerais tout d'abord parler des politiques kenyanes en matière d'énergie et environnementale. Il y a eu des investissements locaux et nationaux. Et tout d'abord, nous avons consenti à de nombreux efforts afin que les énergies renouvelables et les sources d'énergie renouvelables soient cartographiées. Et nous avons maintenant une cartographie de toutes les sources d'énergie géothermique, solaire, biomasse, éolien, etc. Toutes les ressources énergétiques ont été
cartographiés. Donc, chaque investisseur qui veut investir dans les énergies savent où investir et le gouvernement soutient également ce type d'investissement avec des lettres de soutien pour s'assurer que l'investisseur est couvert en cas de risque. Mais ce qu'il est encore plus important de dire, c'est que nous avons une stratégie qui date de 2018 en matière d'efficacité énergétique. C'est un plan gouvernemental qui vise à s'assurer que à l'énergie d'ici 2020. Pour ce faire, nous devons déployer toutes les technologies disponibles car nous ne pouvons pas étendre le réseau électrique à tout le Kenya. Donc, nous devons utiliser des solutions en dehors du réseau électrique, notamment le solaire, l'éolien et d'autres technologies en place, en particulier dans les zones les plus isolées. Un accès universel à l'énergie. Nous sommes à 75% à l'heure actuelle d'accès. Et nous avons également un plan de 2015 à 2027 qui vise à améliorer l'accès à l'énergie également. Et nous avons d'autres plans pour la connectivité pour étendre la couverture grâce au réseau électrique dans les zones où nous pouvons le faire. Pour ce qui est des systèmes hors réseau électrique, il y a un gros projet qui s'appelle le Kenya Off-Grid Access Solar Project. Il est financé par la Banque mondiale. Il doit normalement isolés ou des quartiers isolés avec du solaire, etc. Cela fait partie, bien entendu, de l'EDD numéro 7. Donc, nous sommes déjà en train d'installer des mini-réseaux avec 29 mini-réseaux, mini-grids qui sont isolés. Pour ce qui est de l'électrification rurale, eh bien, cela fait partie de notre projet puisque le ministère est en train de développer de développement pour créer ces mini-réseaux, y compris avec NDF, la Banque mondiale. Cela sont nos partenaires et nous travaillons de concert. Nous avons d'autres partenaires, mais nous savons que en continuant à travailler de concert, nous pouvons rester et continuer à être leader dans le continent. Merci beaucoup. Il y a tellement de questions là, mais j'aimerais vous donner la parole. Vous avez la parole, Tara. Nous allons commencer à poser les questions à nos à mesure du possible, essayer de poser des questions aux orateurs. Si nous n'avons pas assez de temps à y répondre, nous ferons en sorte de leur demander d'y répondre plus tard et nous les ferons parvenir. Il y a une question pour Stéphanie Signéré. Merci pour ce sujet. Au-delà des rôles des gouvernements locaux, la plupart des gouvernements nationaux n'ont pas forcément reconnu leur rôle. Donc, tout d'abord, les villes doivent la possibilité de prendre des décisions et créer leur propre financement. Mais parfois, c'est bloqué par les gouvernements nationaux. En plus des soutiens aux villes africaines, je crois que nous devons continuer dans le sens de la décentralisation parce que c'est ainsi que nous arriverons à atteindre les ODD en Afrique. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations sur votre expérience? Oui, bien entendu, je crois que nous devons impérativement nous concentrer sur le niveau municipal, dans ce sens que plus nous serons en mesure de travailler
sur de trouver des solutions au sujet que nous abordons aujourd'hui. Je crois que la plupart du temps, lorsque l'on adopte une approche sectorielle, eh bien, on est confronté à des obstacles. Donc, il faut prendre en compte l'agenda d'urbanisation et comprendre pourquoi certaines politiques urbaines et cadres de politique urbaine fonctionnent et pourquoi ils ne fonctionnent pas, et l'inclure dans un cadre financier. Mais ce serait une erreur de ne le faire qu'au niveau municipal, comme je l'ai dit. C'est de promouvoir l'agenda urbain. Nous le savons, il y a de nombreux problèmes qui ne pourront pas être solutionnés si nous travaillons tout seuls. Les maires dans leur ville ne peuvent pas tout faire. Les gouvernements nationaux doivent apporter une réponse. Donc, cela va dans le sens du développement des agendas urbains. Il faut que cette conversation ait lieu avec les gouvernements nationaux et c'est probablement quelque chose qui manque. C'est une lacune, c'est quelque chose que nous n'avons pas assez mis en place et je crois que efficace pour s'attaquer à ces défis. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question, puisque c'est vous qui avez le micro, Monsieur Signoret. La deuxième question est: quels sont les critères et les exigences en matière de financement pour des projets en Afrique subsaharienne? Comment peuvent s'y prendre les gouvernements locaux afin de capter les financements? Alors, bien entendu, la réponse à cette question la plus évidente, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi on parle, de type de projet. Ça va vraiment dépendre. Et de manière générale, afin d'avoir une conversation avec le gouvernement local sur le nombre de sujets sélectionnés où on peut vraiment avoir un impact pour les gens, pour les populations sur le terrain. Alors, bien entendu, on veut être aussi locaux que possible, mais en même temps, on ne veut pas faire une fragmentation des financements, parce que nous savons que c'est ainsi que nous arriverons à mettre en place des projets qui ne sont pas assez efficaces. Donc, l'aspect municipal, l'approche municipale, elle est essentielle. Mais souvent, il va y avoir différentes interventions qui vont faire l'interface avec un soutien, notamment de construction, de pipeline, ce type de projet. Donc, ça va vraiment dépendre. Il faudrait vraiment regarder les aspects plus spécifiques des projets que vous avez en tête lorsque vous posez cette question, parce que, à nouveau, ça dépend. Je ne peux pas vous donner une réponse beaucoup plus précise que cela. Merci beaucoup de cette réponse. Il y a une autre question que nous avons reçue qui s'adresse également à Monsieur Stefano Signoret. Il s'agit d'une question qui provient de quelqu'un. Monsieur Cesaro Comillena, ou Cesaro Comillena plutôt. La question concerne la recherche de financement pour le développement des PADEC. Notre collègue du Togo a notamment dit qu'ils sont membres de la Convention des maires et donc il y a une demande sur comment financer l'élaboration d'un PADEC. Et via le développement d'outils
Sachez que nous essayons de mettre en place un processus, un outil tangible que les villes peuvent. Mais sur ce, je rends la parole à Monsieur Signoret. Alors bien entendu, nous le savons, l'élaboration des PADEC est un jalon très important. Il faut qu'il y ait assez de responsabilités et c'est le cas. Beaucoup de villes prennent leurs responsabilités, mais nous le savons, c'est également un jalon important, mais ça n'est que le début d'un parcours plus long, bien entendu. Vous avez souvent des ressources limitées et la mise en œuvre est encore quelque chose de plus compliqué. Je peux être très franc. Le fait que vous ayez des PADEC ou que vous soyez signataire de la convention ne vous garantit pas que vous aurez accès à des projets au niveau municipal qui sont pour la plupart dans la phase d'ébauche. Nous avons environ 25 projets et nous espérons que de cette expérience, nous arriverons à tirer des leçons, faire des benchmarks pour mieux les connecter et mieux aider les maires, les villes à avoir accès à des financements grâce à les diriger vers des formats financiers ou des partenariats publics-privés. Nous allons essayer dans la mesure du possible à l'avenir encore plus de créer des ponts, de créer des liens. L'une des priorités sera portée sur les villes plus que dans le cadre financier actuel. Le travail de la convention des maires sur le PAEDEC doit être vu comme un incubateur. Et les villes, à notre avis, qui travaillent sur leur PADEC sont en meilleure position pour avoir accès à ces financements et à d'autres mécanismes. Donc, du moins, c'est ce que nous espérons. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Signoret. Effectivement, vous avez clairement répondu à la question. Je vais maintenant passer la parole au maire de Yaoundé 4 qui est avec nous également aujourd'hui. La coopération au Sud-Sud, c'est d'ailleurs une question qui vous est adressée, Monsieur le maire. Avec les autorités locales est essentiel. Avoir une réévaluation par les pairs périodiquement grâce à un programme de réseau au sein de la zone du lac Victoria est importante. Comment est-ce que vous vous engagez en Afrique orientale? Comment est-ce qu'au niveau régional, dans l'Est de l'Afrique, vous travaillez sur les questions environnementales et sur le changement climatique dans la région? Bonjour Tara, comment vous allez? Bon, je veux répondre à votre question, mais tout d'abord, je voulais préciser les choses. Je suis le Monsieur Belinga, responsable du coordonnateur du projet Climat-Énergie de la ville de Yaoundé 4, le maire étant empêché. Nous avons mis sur pied pour arriver à une synergie, à une coordination des actions par rapport à l'action climat-énergie. La première chose que nous avons fait au moment où nous avons été parmi l'une des villes pionnières à adhérer à la Convention des maires en Afrique subsaharienne, nous avons fait le maximum pour entraîner les autres villes au Cameroun. C'est pour ça, ce n'est pas au hasard que vous avez à l'heure actuelle 42 villes camerounaises qui sont membres de la Convention. La ville de Yaoundé 4 a pris sur elle pied des initiatives intercommunales pour associer les autres communes parce que c'est une
action assez vaste, on ne peut pas y aller seul. Il était important pour les affaires, surtout pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé. C'est une ville qui est essentiellement située à bas-fond, donc toutes les villes, toutes les autres villes sont liées. On ne peut pas résoudre un problème dans une ville et laisser l'autre. Les villes sont liées et doivent amener à porter les projets ensemble. Exemple, les projets de gestion des déchets municipaux. C'est une solution assez, un problème assez criard. Aussi le problème d'accès aux nouvelles sources d'énergie. Notre plan climat ayant été mené avec les études qui ont été faites, nous nous réjouissons qu'il a été validé par le GRC, mais il nous a démontré que nous avons l'une des villes, sinon la ville la plus pollueuse au Cameroun. Et ça a interpellé que ce soit le secteur pour réfléchir ensemble sur les dégâts qui sont en train d'être causés au niveau de la municipalité et de la ville, et aussi l'État central, le ministère de tutelle, d'où la réflexion qui est venue de faire asseoir tous ces acteurs à l'échelon un peu plus national, en organisant le tout premier sommet climat-énergie que l'État est en train de vouloir organiser, de préparer en 2021 avec le concours de la ville de Yaoundé 4. C'est ces actions-là qui ont posé, l'État a dit comment mobiliser les ressources. Je suivais signorer tout à l'heure, parce que la véritable chose, véritable problème qu'on a à l'heure actuelle, avec toutes les villes qui ont manifesté la volonté, c'est-à-dire de se doter d'une planification pour les questions d'accès aux nouvelles sources d'énergie, les questions de planification par rapport au climat et au changement climatique. C'est des nuées de collaboration avec les organisations de la société civile comme OAIDEMOS, qui est l'organisation qui a accompagné, qui a élaboré le plan climat-énergie de la ville de Yaoundé 4, parce que nous avons compris que pour mener à bien les villes, pour qu'ils puissent avoir des plans climat-énergie, il y a des expertises transversales qu'il faut associer. Ce n'est pas une expertise unique et il faut faire participer énormément la population dans le processus, ce qui a entraîné le résultat que nous avons eu. Donc, pour me résumer, je veux vous dire qu'à l'heure actuelle, la ville est en train de voir de comment maintenant mobiliser les partenaires tout autour de son plan climat pour pouvoir lever les ressources et mettre en œuvre les projets qui ont été identifiés dans le cadre de ce plan climat. Merci. Formidable. Il y a maintenant une question qui s'adresse à Monsieur Benson Mwakina. Nous sommes dans le comté Noakoro pour soutenir le pilier 4 dans le cadre de la COMSA. En tant que... Est-ce que les recherches africaines ont impacté les progrès? Nous aimerions en savoir plus sur les progrès en matière de mise en œuvre de cadres de planification au niveau des comtés soutenus par le ministère de l'Environnement. Donc, je crois que la question vraiment s'adresse à vous, Monsieur Benson, concernant les partenaires locaux. Le cadre de plan énergétique au niveau des comtés, qui est maintenant demandé par le gouvernement national. Donc, le gouvernement national demande aux comtés d'élaborer ce plan. Merci beaucoup. Je crois que la manière de le faire, c'est de se mettre en contact avec le ministère de l'Énergie, parce que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons d'ores et déjà. Nous ne pouvons... Tout le monde doit être inclus dans le processus, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Nous avons un groupe de travail qui travaille à l'opérationnalisation de la loi énergie 2019. Donc, il y a de nombreux partenaires avec lesquels nous travaillons et qui ont exprimé leur intérêt à ce sujet. Et donc, nous essayons dans la mesure du possible de les inclure dans notre planification. Par ailleurs,
nous essayons d'être aussi à l'écoute que possible pour qu'il s'insère dans ces plans. Donc, il faut tout simplement se mettre en contact avec le gouvernement. C'est vrai, et c'est ce que nous allons faire. Nous avons les adresses e-mail de nos différents partenaires et nous allons vous mettre en lien avec ces différents acteurs pour qu'il y ait une conversation au niveau bilatéral, au plus haut niveau. Merci. Je crois que sur ce, j'ai maintenant l'honneur de clôturer cette session. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les interventions que nous avons eues aujourd'hui, tous ces commentaires, y compris les questions et les réponses que nous avons eues grâce à la session de questions-réponses et même toucher à la surface du sujet bien plus profond de l'accès à l'énergie durable, puisqu'il y a tellement à dire. L'organisation de ce webinaire n'aurait pas été possible sans la Commission européenne et le ministère allemand du développement en Afrique subsaharienne pour avoir organisé cette série de webinaires, mais également les autres webinaires de la COMSSA et de la série de webinaires de la COMSSA ICLE. Je crois qu'il est également temps de vous inviter à un événement qui sera organisé en novembre, puisque la plupart des questions avaient trait au financement. Or, il se trouve qu'un congrès virtuel sera organisé en ligne entre les 3 et le 12 novembre 2020. Nous nous concentrerons sur le financement pour le changement. C'est le thème principal de ce congrès, l'Oxford Africa. Nous vous invitons donc à vous enregistrer. Il y aura une convention des maires en Afrique subsaharienne le 5 novembre. Ce sera la journée de la convention des maires en Afrique subsaharienne. Nous allons nous concentrer sur le travail de la convention et les ressources et outils qui ont été développés jusqu'ici. Nous allons, lors de ces événements, partager les expériences des signataires de la convention dans la région. Thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui plus en profondeur encore. Il y aura des experts financiers d'autres villes dans la zone Afrique qui prendront la parole. Ce sera un espace également de networking, de réseautage pour partager vos expériences et pour progresser aussi rapidement que possible en matière d'action à mettre en œuvre pour s'attaquer au changement climatique. Qui s'achève aujourd'hui et le sujet important que nous avons évoqué aujourd'hui. Il y a de nombreuses actions à l'heure actuelle en matière d'accès énergétique. Je sais que vous êtes tous à des étapes différentes. Peut-être que vous êtes au début de la planification d'accès énergétique. Peut-être que vous avez d'ores et déjà mis en œuvre de nombreux de Yaoundé 4 vous a parlé et sachez simplement que vos pairs sont à vos côtés. Il y a tellement à apprendre les uns des autres. Et il faut puiser dans les solutions innovantes qui germent un peu partout en Afrique. J'espère des autres et de nous inspirer des uns des autres. Comme c'est souvent le cas, j'aimerais terminer avec une citation, un proverbe africain, en l'occurrence pour aujourd'hui. Quand la musique change, la danse doit changer également. Et je crois que cela montre bien que
les temps changent non seulement avec la Covid, mais parce que nous avons besoin d'accélérer que nous changerons de danse également en même temps que la chanson et la mélodie changent et que le contexte change autour de nous. Merci encore à tous les participants. Merci de votre participation active. Nous espérons que vous serez parmi nous pour le congrès Lux for Africa en novembre. Excellente journée. Merci à vous.